La relance de notre économie et la création d'emplois ne se feront pas sans nos entreprises. La bonne conduite du dialogue social est une condition de leur vitalité, car une entreprise ne saurait avancer sans s'appuyer sur son principal atout, ses salariés. Oui, aimer l'entreprise, c'est écouter ses dirigeants, mais aussi ses salariés. C'est bien l'échange constructif permanent entre direction et personnel qui permet le bon développement d'une entreprise, que ces réformes nécessaires soient les mieux acceptées ou réorientées, que les problèmes internes soient clarifiés, que les défis à relever soient abordés en cohésion et que l'esprit d'entreprise émerge alors. Il s'agit là du terreau nécessaire au dynamisme d'une entreprise dans l'intérêt mutuel de ses salariés. Le dialogue social doit répondre à un double enjeu, celui de la réussite économique de tous et celui de la qualité de vie de chacun. L'un ne va pas sans l'autre. C'est avec le souci de préserver l'équilibre de ce double enjeu que nous abordons l'examen de ce texte. C'est pourquoi nous tenons à saluer la création des commissions paritaires régionales pour les salariés de très petites entreprises. Si les craintes que ces commissions peuvent susciter pour les patrons des TPE sont compréhensibles, ce modèle qui existe déjà pour certaines branches professionnelles a déjà prouvé son efficacité. De plus, l'élargissement de leur mission d'information et d'accompagnement à celle de médiation est une belle avancée obtenue en commission. Les écologistes soutiennent également les mesures en faveur de la valorisation de l'engagement syndical, souvent pénalisant dans un parcours professionnel et qui expliquent les réticences de nombreux salariés à s'engager dans cette voie. Nous sommes en revanche inquiets quant au processus de mise en place et de fonctionnement des délégations uniques du personnel. Il est plutôt paradoxal que dans un texte sur le dialogue social soit introduite une disposition permettant à un patron d'entreprise de moins de 300 salariés de regrouper les instances représentatives de son personnel sans accord préalable de celle-ci. Comment peut-on confier une mission de dialogue et de concertation à une instance qui serait créée sans dialogue ni concertation? Nous sommes également très vigilants quant au devenir du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette instance est indispensable pour les salariés. Elle l'a démontré, par exemple, dans l'affaire de l'amiante, dans la prise en compte des TMS. Ces prérogatives spécifiques et essentielles ne permettent pas qu'un tel regroupement puisse se faire au détriment de ces missions. Nous serons donc attentifs à faire évoluer ce texte qui n'apporte pas encore toutes les garanties suffisantes au bon déroulement de ces missions. Je pense particulièrement à la mise en place d'une expertise commune et d'un avis unique confié à la DEP. Cette procédure nous semble difficilement concevable du fait des enjeux très différents qui concernent les instances qu'elle réunit. Le CHSCT doit conserver une part d'autonomie et mener sa propre expertise et rendre un avis différencié. Il n'est pas raisonnable de mêler les recommandations spécifiques en matière de sécurité des salariés aux considérations budgétaires du comité d'entreprise, par exemple. Il n'est ni question d'opposer les unes aux autres, ni de les diluer dans un même rapport. Nous demanderons simplement des avis distincts sur ces questions. Enfin, si le regroupement du CHSCT avec les délégations du personnel et les comités d'entreprise peut effectivement viser un objectif de performance, nous redoutons qu'il se fasse en premier lieu dans une logique comptable et d'économie de moyens. Nous appelons de nos vœux des garanties quant au maintien du nombre de représentants du personnel, du nombre d'heures qui leur est attribué et des moyens affectés à leur mission. Par ailleurs, je souhaite également attirer votre attention sur la question de l'égalité femmes-hommes. Alors que les écarts de salaire sont encore trop importants, alors que les femmes sont encore bien souvent mises à l'écart des responsabilités professionnelles, comment nous pouvons accepter que ce texte remette en cause l'existence du comité d'égalité professionnelle au nom d'un alignement des seuils? Toutefois, nous saluons les avancées obtenues sur cette question par la Commission des affaires sociales avec le soutien de la délégation aux droits des femmes. Cependant, il s'agit d'un rétablissement du droit actuel que d'une réelle avancée. Il reste encore du chemin à faire et nous soutiendrons donc des amendements en faveur de l'égalité femmes-hommes et notamment le rétablissement du seuil de mise en place du comité d'égalité professionnelle à 200 salariés. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, loin de postures idéologiques, loin des oppositions de principe, les écologistes appréhendent l'examen de ce texte avec tout le pragmatisme que nécessite ce sujet. Il s'agit bien de conserver un équilibre entre simplification et efficacité du dialogue social,
en évitant l'écueil de son affaiblissement au nom de considérations économiques. Si nous accordons notre confiance à nos entreprises pour mener à bien cette mission de dialogue social qu'elles doivent faire vivre, nous devons aussi faire confiance aux salariés qui partagent des intérêts communs à ceux qui les emploient. Il s'agit là de défendre un modèle social de gauche, fruit de longues années de lutte, et qui exige particulièrement pour cette majorité d'être aujourd'hui à la hauteur à la fois de son passé et de l'avenir. Je vous remercie.